Voilà, on invite tous nos conférenciers à rejoindre la table. Et puis, c'est le moment des questions. Il me semble qu'il doit y avoir quelques micros qui vont circuler. Alors, madame, là devant. Les autres. Enfin, des dames qui vont circuler avec des micros. Oui, donc rebonjour. Je voulais vous poser la question. C'est vrai que dans la prise en charge de la douleur, on se forme de plus en plus. On peut faire de multiples DU, enfin, en commençant par le DU douleur. Et c'est vrai que parfois, ce sont des formations qui nous sont refusées parce que ça a un coût au niveau de l'institution. Et donc, y a-t-il possibilité au niveau de l'hypnose de faire plutôt des petites formations de quelques jours à type d'initiation et à ce moment-là qui serait utilisable par tous les soignants au quotidien plutôt que d'avoir quelqu'un spécialisé mais qui dans les services notamment conventionnels est difficilement praticable au quotidien. Alors je vais répondre à votre question. Alors moi je suis contre les formations courtes parce que j'estime qu'on n'a pas les bases suffisantes pour faire face à des situations difficiles. Il faut savoir quand on pratique l'hypnose, il y a des situations compliquées qui arrivent qu'on appelle les abréactions. Donc si on ne sait pas faire face à une abréaction dans les formations courtes, souvent on n'apprend pas à le faire. Qu'est-ce que c'est qu'une abréaction? Ça va être sur un mot, sur une sensation que va ressentir le patient, il va faire une sortie d'hypnose et il va rester sur cette émotion négative. Si on le laisse comme ça, il est dissocié, il peut être mal pendant des mois. Donc pour moi, les formations courtes accélérées à l'hypnose, non. Des formations courtes de communication thérapeutique, oui. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire la collègue. C'est pas simplement une technique à apprendre, l'hypnose. C'est pas qu'un outil, c'est aussi une posture, une manière d'être en relation avec le patient. Et ça, il n'y a pas de mystère. Le temps a une valeur. Et donc, effectivement, on voit fleurir beaucoup de formations de 2 jours, en 3 jours, un peu avec l'idée d'apprendre ce qu'on appelle entre nous l'hypnose de spectacle. Dormez, je le veux. Oui, mais non, ça, c'est pas du tout applicable dans le cadre de soins. Non, je pense que tout a été dit. C'est avant tout une question de bon sens. Les situations cliniques auxquelles on est confronté, quel que soit notre domaine d'activité, notre titre ou notre spécialité, ce sont les situations qui déterminent le besoin que l'on va avoir d'utiliser l'hypnose. Et il y a des bases fondamentales à acquérir en hypnose sur les principes mêmes, sur les contre-indications. On n'a pas insisté, mais les troubles dissociatifs pathologiques sont une contre-indication formelle à l'hypnose. Il y a des choses qui ne peuvent pas s'apprendre en 3 jours, et il me semble que c'est une question de bon sens. D'autres questions, peut-être? Oui, je ferai une remarque. C'est juste là ce que vous venez de dire, mais il n'empêche qu'il ne faut pas balayer toutes ces formations courtes. Elles apportent réellement quelque chose. Et moi, en tant que responsable pendant plus de 25 ans de l'unité à Trousseau, en pédiatrie, alors je parle pour la pédiatrie, je ne connais pas ce qui se passe pour l'adulte, il y a vraiment des formations de qualité avec des gens qui ont une vraie expérience et qui transmettent vraiment un savoir-faire aux équipes. Et là, en effet, si on attend que tout le monde ait des DU, ça va être difficile. Si on veut vraiment que ça se diffuse largement dans les services, je pense qu'il y a aussi un plus. Et ça, il faut, à mon avis, surtout pas gommer d'un trait de plume la qualité de ces formations. Alors, je pense que déjà, pour le côté financier, il faut faire venir les intervenants à l'hôpital pour former en masse à moitié prix. Et la formation courte, la plus courte de qualité, c'est minimum 7 jours. En dessous, pour moi, je pense que ce n'est pas suffisant. Alors, chez l'enfant, je pense qu'on est beaucoup sur la communication thérapeutique et la distraction. Donc oui, on peut faire des choses courtes parce qu'on leur inculque la distraction, mais pour l'hypnose formelle, je pense qu'il faut beaucoup plus, au moins 7 jours. On a dit que le délire était une contre-indication à l'hypnose. Est-ce que les troubles fonctionnels... Je suis là. Est-ce que les troubles fonctionnels en sont une? Les troubles cognitifs en sont une? Non. Les troubles cognitifs, ça va être pour la première étape de l'hypnose, c'est la focalisation. Ce n'est pas la relaxation, c'est la focalisation. Pour se focaliser, il faut avoir une certaine capacité minimale à focaliser son attention, à se concentrer. Des troubles cognitifs avec des troubles attentionnels marqués va être un frein à l'hypnose. Cependant, on peut utiliser des techniques hypnotiques qui sont tout à fait applicables dans des pathologies cognitives.
Il y a à Bordeaux une chef de service qui a initié son personnel à l'hypnose et ils appliquent ça sur leurs personnes âgées, notamment Alzheimer. Ils ont des très bons résultats. Alors c'est vrai que pour ces patients-là, l'idée c'est de les ancrer sur un moment agréable dans leur passé, ce qui leur parle, parce qu'ils ont une image dégradée d'eux-mêmes. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où ils écoutent un petit peu, après c'est vrai que c'est plus compliqué de faire de l'hypnose avec eux, hein. Il faut vraiment retenir l'attention. On a une psychologue du côté dans les Vosges, avec qui on a fait une conférence, qui s'occupe que des Alzheimer. On a observé sa pratique, c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est une adaptation. Et je pense que chacun s'adapte à ses patients. Il y a des techniques pour aider la focalisation, hein, de poser une main sur le patient, être tout le temps dans le contact, ne pas lâcher la voix dans une espèce de phrase comme ça qui ne se termine jamais, qui peut être complètement hypnotique. Vous voyez, on s'adapte aux patients qui ont du mal à se focaliser, à se concentrer. Oui, d'autres questions? Oui. Oui, justement, pour revenir pour les contre-indications de l'hypnose, bon, moi je m'occupe de la douleur chez les personnes en situation de handicap. Donc, il y a eu quelques gags, je veux dire, dans certains hôpitaux et dans certaines consultations de douleur. Donc, du coup, l'HAS est en train de faire des recommandations de bonnes pratiques par l'hypnose, hein, pour la prise en charge et l'évaluation de la douleur chez les personnes en situation de handicap psychique, etc. Alors, contre-indication formelle, c'est écrit dans le locaux. Évidemment, les patients psychotiques, si vous voulez faire éclater l'imaginaire du patient, c'est très bien. C'est une contre-indication formelle chez les psychotiques. Pareil, relative également dans les troubles bipolaires et dans tout ce qui est déficience intellectuelle moyenne et sévère. Contre-indications qui vont sortir dans les recommandations. Donc, attention, bien sûr, il y a les psychotiques, ça c'est clair, hein, dans le cadre du traitement non pharmacologique de la douleur, hein, je m'entends bien. Et puis, contre-indication également chez les personnes du trouble du spectre de l'autisme, avec autisme sévère. C'est clair maintenant, oui, tout à fait. Merci. Evelyne Malaquin-Pavant, là je veux témoigner de ce qu'on a mis en place sur notre propre GH, parce que je pense que là aussi, il faut être attentif à ce qu'on transmet. Dans notre programme d'amélioration hypnose, on réunit des médecins, des psychologues, des psychiatres, différents rééducateurs, kinés, psychomotes, des infirmières, enfin différents professionnels qui ont différents niveaux de formation, des formations courtes, des formations longues. Ce qu'on observe dans certaines formations universitaires, c'est que certains de ces professionnels, y compris pour les psychiatres ou pour les médecins qui ont pu en témoigner, c'est que quand il n'y a pas de formation pratico-pratique, ils restent avec des connaissances, mais une difficulté à mettre en application. Donc on est parti sur une orientation à essayer de redéfinir ensemble et de se mettre d'accord sur ce qu'on mettait sous les mots. Qu'est-ce qu'on appelle hypnose conversationnelle, ou tout au moins tout ce qui est cette approche particulière d'entrer en contact, le pendant, l'après, qui sert vraiment à la communication. Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'hypnoanalgésie, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'hypnosédation et de l'hypnothérapie. On a regardé aussi quelque chose d'essentiel qu'on oublie souvent de dire, c'est que chacun d'entre nous, quand on s'y forme, une formation courte ou une formation longue, on a d'abord un socle métier au départ. Et notre socle métier, il nous apprend un certain nombre de choses fort différentes sur l'adaptation humaine, sur les contre-indications, les pathologies, etc. Donc forcément qu'un psychiatre qui utilisera l'hypnose ne l'utilisera pas forcément du tout de la même manière, et on peut comprendre pourquoi, qu'une infirmière, un kiné ou quelqu'un d'autre. Donc à partir du moment où on arrive à se mettre d'accord là-dessus, et à se dire, mais finalement, à quoi je réponds comme besoin et comment je garantis que c'est sécuritaire, ça change un peu la donne. On s'est rendu compte que surtout ce que l'on manquait, donc c'est encore propre qu'à une structure qui rassemble trois établissements, c'est de la supervision pour ceux qui s'y formaient. Que pour nos collègues qui allaient se former sur des formations longues ou courtes, quand ils revenaient pour mettre en apprentissage, parfois ils se sentaient très isolés s'ils n'avaient pas quelqu'un d'un petit peu plus chevronné qui pouvait aussi les aider à prendre de la distance. Donc c'est aussi vers ça qu'on est parti. La formation 5 jours d'hypnoanalgésie, en tout cas, pour les soins courants, c'est probablement celle vers laquelle on a pu avoir le plus de résultats et sur laquelle on va quand même continuer, ce qui n'empêchera pas d'avoir des DU et d'autres formations plus longues. Mais voilà.
Ouais. Moi, bon, peut-être pour clôturer sur la question, pour après, si j'espère, il y a aussi des questions sur les interventions qui ont été réalisées. Je partage tout à fait votre point de vue et encore une fois, je pense que c'est une question de bon sens. On a l'école dont je suis issu anime des formations, on va dire courtes, de sensibilisation à l'hypnose, ou bien des formations courtes sur des publics, des professionnels du soin qui sont très ciblés sur une demande très particulière. Et comme vous l'avez très très bien dit, et ça je pense que s'il y a une chose à retenir de cette session, entre autres, mais de mon point de vue, c'est que l'hypnose se rajoute à une compétence de soignant. L'hypnose est un outil thérapeutique et ce n'est pas parce qu'on se forme à l'hypnose qu'un non-psychiatre va être à même de traiter une phobie ou qu'un anesthésiste va traiter une phobie ou qu'un médecin douleur va aller au bloc opératoire s'il n'a pas une formation d'anesthésiste. Donc l'hypnose doit rester un outil et de plus dans notre sac de professionnels. Ça, c'est vraiment fondamental. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut mettre de la souplesse, il faut redéfinir les mots, quels sont les besoins, parler d'hypnose conversationnelle, sensibilisation à la communication, c'est fondamental. Et c'est d'autant plus difficile que l'hypnose est extrêmement polymorphe, et que la définition de l'hypnose est également extrêmement variable, et qu'en fonction des instituts de formation, on va retrouver des lignes de formation, de conduite ou d'interprétation ou de lecture de l'hypnose parfois très différentes, ce qui peut rajouter à la confusion. Peut-être des questions sur nos interventions? Oui. Alors moi, je voudrais savoir, dans vos pratiques, que ce soit aux urgences, dans un cabinet libéral ou dans je ne sais plus où vous travaillez, vous avez séances d'hypnose et de TENS. Vous avez du libre, oui. Bref, est-ce qu'il vous arrive d'avoir une résistance à l'hypnose, aux séances d'hypnose? Et si c'est le cas, quel est votre recours? Est-ce que, même si la séance est préparée, si le patient est averti et d'accord, est-ce qu'il vous arrive d'avoir un patient qui n'y arrive pas? Alors oui, bien sûr. Ça existe, comme dans toutes les autres techniques qu'on utilise, toutes les techniques de soins qu'on peut utiliser. Un patient, alors la résistance, moi, c'est un concept que j'affectionne pas trop. Un patient qui vient pour faire un exercice d'hypnose, déjà il est prévenu, souvent c'est motivé, ou alors on va lui expliquer ce qu'on lui fait. Si jamais il n'est pas d'accord avec ça, ou même que l'exercice ne fonctionne pas, eh bien c'est pas grave, on change d'outil. Tout simplement comme si vous aviez un patient qui... alors moi je suis kiné et que je lui propose un traitement, par exemple lui faire un exercice spécifique qui ne lui conviendrait pas ou qui n'arrive pas à réaliser, ben je change tout simplement d'exercice. En ce qui me concerne, comment dire, avec les patients, j'ai toujours des petits objectifs. On se fixe des petits objectifs. Vous avez pu voir, quand ils vous ont défini l'hypnose, ils ont bien expliqué qu'il y a une période d'induction, puis après il y a une période d'état. Comment on rentre dans cet état. Après, les patients dans cet état, ils choisissent s'ils veulent être très relâchés, un peu, beaucoup, voilà. Mais c'est de toute façon ce qu'ils vont faire, ce sera bien. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose, c'est une expérience nouvelle, voilà. Et dans le cadre de notre protocole, les patients déjà, ils étaient prévenus, enfin, ils avaient signé la formation, bien évidemment, et ils étaient très demandeurs. Les patients qui étaient dans le groupe TENS seuls regrettaient de ne pas avoir d'hypnose. Ceci dit, il faut se méfier aussi parce qu'il y a les fausses demandes. Le patient qui s'imagine que le fait d'être en hypnose, eh bien, ma tête, j'appose là et puis tout se règle. Donc bien leur expliquer que c'est pas ça et que dans ce cas-là, on le dirige plus vers une psychologue. Voilà. Et par rapport à l'hypnose, qui est notre outil, moi en ce qui me concerne, je suis infirmière anesthésiste, bien évidemment, je ne vais pas soigner une phobie ou autre. Et comme je disais tout à l'heure avec mon ami psychologue, il est arrivé qu'on m'adresse dans le cadre de la consultation hypnose des patientes qui avaient des douleurs suite à un accident et qui avaient développé un stress post-traumatique. Et j'ai appris à traiter à l'IFH les stress post-traumatiques, mais en ce qui me concerne, je n'utilise pas cette technique-là parce que je la laisse au psychologue. Donc quand on m'adresse un patient, d'ailleurs maintenant je vais dire au médecin avec qui je travaille, je ne veux plus de patiente qui a un stress post-traumatique, parce que quand je vais faire la séance d'hypnose, elle va y aller dans le traumatisme.
hein, puisqu'elle va où elle veut. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'hypnose, ce n'est pas des suggestions. Hein. C'est le patient, il va où il veut aller, hein, et comme il veut y aller. Ce n'est pas nous qui allons lui imposer, bien heureusement. Hein. Et donc, elle y est allée, cette patiente, et je suis tombée sur, disons que cette patiente, on peut dire dans la population, il y a 20% des patients, enfin des personnes qu'on appelle des poules, c'est-à-dire vous faites ça, hop, ils dorment. Et donc, bon, j'exagère un petit peu, mais c'est un peu ça. Et donc, cette patiente en question, elle faisait partie de ces patientes, on faisait 3 fois rien, et hop, elle était en état hypnotique. Et j'ai voulu avec elle faire autre chose que son traumatisme, bien évidemment, parce que j'étais là pour la douleur. Hein. Je travaille comme toi, en ce sens, sur la rification de la douleur. Enfin, c'est un travail comme ça, plutôt analgésie, bon bref. Et elle est allée complètement dans son traumatisme. Elle a même, pour faire raccourcir un petit peu, à la suite de la séance, elle a eu énormément de douleur, elle a développé un hématome, et elle a été très surprise d'avoir un hématome à l'endroit de sa douleur. Là, j'ai dit, bon, stop, j'arrête, je ne m'occupe plus des... Voilà, parce que manifestement, elle avait revécu le traumatisme avec l'intensité, les crispations, enfin, elle avait revécu dans son corps. Bon, je m'arrête parce que je pourrais en parler pendant des heures. Pour notre part, aux urgences, pour nous, c'est très facile. C'est vraiment l'endroit idéal pour pratiquer l'hypnose, les urgences, pour ceux qui sont dans ce service. Pas beaucoup de résistance, quelques-unes, mais vraiment pas beaucoup. Les gens ont absolument besoin d'aide et toute l'aide qu'on peut leur apporter, ils l'acceptent. Et du moment qu'on propose le soin d'une façon différente ou en précisant que c'est de l'hypnose, s'ils disent oui, c'est gagné, on peut y aller et ça fonctionne. Il y a vraiment très peu de résistance. Juste pour finir, en fait, la croyance en l'hypnose n'est pas un frein à la pratique de l'hypnose. Beaucoup de patients aux urgences nous disent « je n'y crois pas » et je leur dis toujours « vous n'avez rien à perdre ». C'est surtout ça. Et c'est comme, en fait, nous, aux urgences, les patients sont en détresse morale. Alors, quelqu'un qui est en train de se noyer, si je lui lance une bouée de sauvetage, il ne va pas me dire « je veux une jaune ou une rouge ». Il prend. Et aux urgences, c'est ça. La bouée de sauvetage, c'est l'hypnose, ils disent oui tout de suite. Bien sûr qu'on a des échecs, hein. On mentirait si on dirait que ça marche à 100%, mais je pense que le taux d'adhésion le plus important est aux urgences. Voilà. Une dernière question peut-être avant la pause, le break, ou vous êtes tous en transe peut-être? Au fond. Oui. Bonjour, en fait moi je suis infirmière en addictologie, donc on fait des sevrages alcool et drogue, donc j'ai bien entendu le fait que quand une personne est sous substance, on ne peut pas faire de séance d'hypnose. Mais ma question c'était est-ce que pendant un sevrage, une fois que les personnes ne prennent plus de substance, est-ce qu'on peut l'utiliser ou non? Notamment pour les douleurs à type de crampe musculaire ou autre, pour les patients sevrés en opiacés. Non? Quelqu'un répond? Oui, je pense que c'est... le patient qui n'est pas sous l'emprise d'une substance peut faire tout à fait l'expérience de l'hypnose. Donc, dans un contexte de sevrage et accompagné par un addictologue, l'hypnose peut être utilisée en particulier l'auto-hypnose d'ailleurs, comme un outil pour s'autonomiser, gérer éventuellement quelques douleurs, gérer quelques inquiétudes, crises d'anxiété. Oui, c'est un outil. On a pas mal de collègues addictologues qui se forment à l'hypnose, oui, tout à fait. Pour l'addicto, je peux vous dire que j'ai rencontré à Manchester des amis d'origine turque qui ont un service d'addicto où ils utilisent expressément l'hypnose pour les addictions. Donc oui, c'est utilisé et ils l'utilisent aussi bien pour les sevrer que pour les symptômes après. Et franchement, j'ai été impressionnée parce qu'ils font ça avec des toxicomanes, des alcooliques. Vraiment, c'est des trucs hyper hard et ils y arrivent, quoi. Et peut-être pour conclure, parce que ça touche l'addictologie, mais certainement comme tous les autres domaines, peut-être un autre message qui est important, c'est que on ne met pas l'hypnose en compétition avec les médicaments et on ne met pas l'hypnose en compétition avec toutes les autres approches. Vous avez peut-être remarqué que nous travaillons tous ici dans des contextes pluridisciplinaires. Par exemple, dans mon contexte professionnel, la douleur chronique nécessite une approche multimodale et l'hypnose n'est qu'une des interventions. Et voilà. En addictologie, c'est la même chose. Mais en aucun cas, en tout cas, l'hypnose complète ne rentre pas en compétition avec, encore une fois, on pourrait dire le bon sens médical, tout simplement. Eh bien, merci beaucoup. On termine cette session sur l'hypnose. Merci pour votre intérêt et votre attention.